Bonjour et bienvenue. On va se plonger aujourd'hui dans une situation que je pense tous les élus du personnel connaissent par cœur. Ce sentiment, vous savez, d'être dans une course, mais avec un départ complètement décalé. La direction, elle, est déjà loin devant. On reçoit à la toute dernière minute des documents de 80 pages, des tableaux Excel illisibles, et on nous dit, voilà, la grande réunion annuelle, c'est demain, soyez prêts. Et cette impression de devoir improviser face à une machine qui, elle, est parfaitement huilée, c'est juste épuisant. C'est justement pour ça, pour déconstruire cette dynamique, qu'on se penche aujourd'hui sur les négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO. Notre mission, c'est de comprendre comment on transforme ce qui est souvent vu comme une corvée administrative, un rituel un peu vain, en un vrai moment de pouvoir. Comment faire pour que cette obligation devienne une opportunité stratégique pour obtenir des avancées réelles pour les salariés? Oui, et c'est pas changement de perspective qui est fondamental. Le point de départ, c'est vraiment de cesser de voir la NAO comme une simple réunion. C'est un moment quasi constitutionnel dans la vie de l'entreprise. C'est le seul moment de l'année où la loi oblige l'employeur à s'asseoir à la table et à négocier, sur des sujets centraux. Le mot le plus important du sigle, ce n'est ni négociation ni annuel. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et rien que d'intégrer ça, ça change complètement la posture avec laquelle on aborde la discussion. D'accord. Alors posons les bases. On entre dans la salle de réunion et le premier acte de la pièce est toujours le même, j'ai l'impression. La direction qui sort les violons, qui parle d'un contexte économique mondial difficile, de prudence nécessaire, un discours qui souvent sonne comme une façon de clore le débat avant même qu'il ne commence. Comment est-ce qu'on perce cette armure narrative? On la perce en ne jouant pas sur leur terrain. Le contexte économique est une chose, les obligations légales c'en est une autre. La loi a justement prévu ce genre de discours d'évitement. Et c'est pour ça qu'elle impose à la direction de négocier sur trois piliers fondamentaux, trois blocs thématiques qui sont juste incontournables. Peu importe le contexte, la discussion doit avoir lieu sur ces points. Le premier, évidemment, c'est le cœur de la bataille, l'argent. Le nerf de la guerre. C'est ça, on parle des CMR effectifs, bien sûr, mais c'est bien plus large. Ça inclut les primes, l'intéressement, la participation, bref, tout ce qui touche au partage de la valeur créée. Le deuxième pilier qui a pris une importance phénoménale ces dernières années, c'est le temps, Ah oui, la durée et l'organisation du temps de travail. Ce n'est pas un petit sujet, ça. Ça couvre le télétravail, les forfaits jours, le droit à la déconnexion. Et enfin, le troisième pilier, c'est celui de l'égalité et de la qualité de vie. Et dedans, il y a deux sujets majeurs et obligatoires. L'égalité professionnelle femmes-hommes, avec un focus sur les écarts de rémunération, la fameuse QVT aussi, j'imagine. et la fameuse qualité de vie au travail, ou QVT exactement. La direction peut avoir son discours, mais elle ne peut légalement pas refuser de négocier sur ces trois blocs. C'est la structure. Ce qui veut dire que si on rate ce rendez-vous ou si on le subit passivement, on donne en fait un chèque en blanc à la direction sur l'argent, le temps et l'égalité pour toute l'année à venir. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois par an. Et il y a un levier de pression qu'on oublie parfois, c'est que le non-respect de cette obligation, ce n'est pas juste une faute de gestion, c'est un délit d'entrave. L'employeur s'expose à des sanctions pénales. Ce n'est pas un détail, ça. C'est bien plus qu'une arme de dissuasion, c'est ce qui établit la légitimité même de la négociation. Ça veut dire que si la direction traîne des pieds pour fixer une date ou pour fournir les infos, un simple rappel formel des risques encourus, ça suffit souvent à débloquer la situation. Le rapport de force, il ne commence pas dans la salle de réunion, il commence bien avant, avec le cadre légal. Elle ne dit pas qui sont les acteurs principaux. Une fois à table, qui porte la voix des salariés, qui monte en première ligne. Et c'est là que la stratégie commence vraiment à s'affiner, parce que tout dépend de la configuration d'entreprise. On a en gros deux scénarios. Le premier, le plus courant dans les entreprises d'une certaine taille, c'est quand il y a des délégués syndicaux, les fameux DAS. Dans ce cas, ce sont eux, et uniquement eux, qui ont le pouvoir de négocier et de signer un accord. D'accord. Ce qui pourrait laisser penser que le comité social et économique, le CSE, se retrouve un peu Sur le banc de touche. en simple spectateur. Ah, ce serait une erreur stratégique monumentale de le croire. Dans ce cas de figure, si les DS sont les négociateurs, le CSE, c'est le cerveau de l'opération. C'est le quartier général. C'est le CSE qui a accès à la base de données économiques, sociales et environnementales, la BDESE. C'est lui qui mène les analyses, qui prépare les chiffres. J'ai un exemple en tête qui est très parlant.
Une négociation où les DS étaient prêts à accepter une augmentation de 1,5%, jugée raisonnable par la direction. Sauf qu'un membre du CSE leur a glissé un mot en pleine réunion avec un chiffre qu'ils venaient de trouver. Les dividendes versés aux actionnaires avaient bondi de 30% l'année d'avant. Ah oui, ça change la donne. Ça change tout. La négociation a été suspendue et elle a repris sur des bases totalement différentes. Le CSE fournit les munitions. Sans lui, les négociateurs tirent à blanc. Et puis, il y a l'autre scénario, très fréquent dans les PME, l'absence de délégué syndical. Et là, les choses sont différentes. Ce sont les élus titulaires du CSE qui endossent directement le costume de négociateur. Ils sont en première ligne. Donc, qu'on soit le cerveau en coulisses ou le soldat au front, il y a une conclusion qui s'impose. La plus grande erreur, ce n'est peut-être pas de demander trop, mais d'arriver avec trop peu. D'y aller les mains dans les poches, en fait. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. L'improvisation, c'est un poison. La direction, elle, arrive toujours préparée. Leurs équipes RH, la financier, ils ont passé des semaines à modéliser des scénarios, à préparer leurs arguments. Arriver en face en se basant juste sur le ressenti des salariés, c'est se condamner à repartir avec ce que la direction avait prévu de donner depuis le début. Le match est joué d'avance. C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Comment on la construit, cette préparation HAL? Comment on passe de la posture de celui qui subit à celle de celui qui pilote? J'imagine qu'on peut définir une méthode, une approche, en 3 temps pour arriver blindé à cette table. Absolument. La première étape, le socle de tout, c'est de faire de la donnée sa meilleure alliée. Il faut bannir les impressions, les on-dit. Une revendication comme « on voudrait une augmentation parce que la vie est plus chère », c'est juste, c'est légitime, mais c'est très facile à écarter d'un revers de main. Oui, c'est un peu vague. Voilà. Alors qu'une revendication comme l'inflation a été de 5% l'an dernier, les augmentations générales de 2%, ça représente une perte de pouvoir d'achat de 3% que nous demandons de compenser, là, c'est une autre musique. C'est factuel, c'est chiffré, c'est difficilement contestable. L'outil pour ça, c'est la BDSE. Il faut exiger qu'elle soit complète, qu'elle soit à jour, et ensuite, il faut l'autopsier. On peut traquer 3 indicateurs en priorité. Le premier, c'est ce fameux différentiel inflation-augmentation. Le deuxième, l'analyse des écarts de salaire femmes-hommes. C'est un sujet obligatoire et un levier politique très fort. Et le troisième, le plus crucial, la santé financière réelle de l'entreprise. Oubliez le discours de façade. Il faut creuser. Il faut plonger dans les comptas, les bénéfices, la trésorerie dispo, les dividendes. J'ai accompagné un CSE qui se heurtait à un non catégorique sur les salaires. En fouillant, on a découvert une ligne frais de consulting qui avait explosé. Soudain, la question n'était plus de savoir s'il y avait de l'argent, mais où il était passé. D'accord. Mais ces données peuvent être un vrai maquis. Parfois, la direction noie les élus sous des centaines de pages, des fichiers bruts. Comment on fait pour pas se perdre? C'est une tactique classique, ça. La réponse, c'est de ne pas essayer de tout analyser. D'où la deuxième étape. Il faut cibler ses batailles. On ne peut pas tout obtenir en une seule négociation. Il faut faire des choix stratégiques. Est-ce qu'on mise tout sur la bataille symbolique de l'augmentation générale, quitte à être bloqué, ou est-ce qu'on vise une série de gains concrets, peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi importants pour le quotidien? C'est un vrai dilemme. Le pouvoir d'achat reste la priorité numéro 1, mais c'est souvent là que les directions sont les plus fermées. C'est là qu'intervient une tactique essentielle. Si la porte du salaire de base est verrouillée, il faut passer par les fenêtres. Il faut attaquer ce que j'appelle les périphériques de la rémunération. Les périphériques, c'est-à-dire? Ce sont tous les éléments qui augmentent le pouvoir d'achat sans toucher directement la ligne salaire sur la fiche de paye. Par exemple, négocier une prime de partage de la valeur, la PPV, qui est défiscalisée. Ah oui, c'est malin. Ou obtenir une augmentation de la valeur des tickets restaurants. Faire passer la part patronale de la mutuelle de 50 à 60%, c'est un gain net chaque mois pour tout le monde. Ces petits gains, mis bout à bout, peuvent représenter un avantage bien plus important qu'une augmentation de 0,5% arrachée de haute lutte. C'est la stratégie de la constellation. J'aime beaucoup cette image. Donc on a les données, on a choisi nos cibles. Mais il reste le problème de fond, ce déséquilibre initial. En face, la direction a son DRH, son DAF, des juristes, des comptables. Ils sont nombreux, c'est leur métier. Les élus font ça en plus de leur travail. Ça reste un combat à armes inégales. Comment on rééquilibre ça? Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape, qui est souvent la plus décisive. Le Code du travail a prévu ce déséquilibre, et il offre une solution. C'est la possibilité pour le CSE de nommer son propre expert comptable pour l'assister dans ses négociations. Minute. L'idée de nommer son propre expert comptable est séduisante.
Mais soyons concrets, le budget de fonctionnement d'un CSE n'est pas infini. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la direction balaye le rapport de l'expert d'un «c'est un rapport à charge, payé par vous, donc il est biaisé», et qu'on ait juste dépensé une grosse part de notre budget pour en rien? C'est une excellente question, et elle est au cœur de l'utilisation intelligente de ce droit. La réponse est non, si on comprend bien le rôle de l'expert. Son but n'est pas de produire un rapport pour faire plaisir au CSE. Son but, c'est de parler le même langage que la direction financière. La loi donne à cet expert l'accès à tous les documents comptables, les mêmes que ceux de la direction. Son analyse n'est pas biaisée. Elle est faite sous un autre angle, celui des marges de manœuvre disponibles pour la politique sociale. D'accord, je vois. Quand un expert comptable arrive en réunion et dit « Votre discours sur la prudence est audible, mais je constate que votre excédent brut d'exploitation a progressé de 12% et que votre trésorerie nette est de X millions, une augmentation de la masse salariale de 3% n'affecterait votre résultat qu'à la marge. » Là, il ne donne pas une opinion, il pose une équation financière. Le directeur financier ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Il est obligé de répondre sur son propre terrain, celui des chiffres. L'expert ne gagne pas la négo à la place des élus, mais il les rend crédibles. Il transforme une revendication en une proposition économique. Et c'est ça qui change tout. Donc si je résume notre plongée, on est très loin de l'image d'une simple formalité. Les ANAO, ce n'est pas une réunion qu'on subit, c'est un moment de vérité politique dans l'entreprise. Et la clé pour ne pas le rater, c'est de refuser d'arriver les mains vides. Il faut venir armé. Armé de données pour passer du sentiment au fait, armé d'une stratégie pour choisir ses batailles et savoir pivoter, et armé, si nécessaire, d'une expertise pour parler d'égal à égal. C'est seulement à ce prix qu'on transforme une obligation subie en une négociation maîtrisée. C'est la synthèse parfaite. La préparation ne fait pas que donner des arguments, elle transforme la nature même de la rencontre. On ne vient plus écouter passivement une décision qui a déjà été prise, on vient co-construire une solution. Et, pour ouvrir un peu la réflexion, on pourrait même aller un cran plus loin. Si on relie ça à une vision d'ensemble, la négociation annuelle ne devrait pas seulement porter sur la question « comment on se partage le gâteau ?». Elle pourrait aussi poser la question « comment on fait ensemble pour que le gâteau soit meilleur et plus grand pour tout le monde ?» Comment utiliser les données non seulement pour revendiquer, mais pour proposer des solutions qui lient l'amélioration des conditions de travail à la performance durable de l'entreprise. Montrer qu'investir dans les salariés, ce n'est pas un coût, mais un investissement en fait. À ce moment-là, la négociation cesse d'être un simple conflit de répartition pour devenir un dialogue stratégique. Et les représentants du personnel ne sont plus un contre-pouvoir. Ils deviennent une force de proposition, des co-auteurs de l'avenir de l'entreprise,